Venise, le 1er janvier 2050. Cher ami, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Il est tôt, le jour naît, la place Saint-Marc est déserte, on entend le trottinement des pigeons. Majestueuses, les 2 colonnes de la Piazzetta encadrent au loin l'incessant va-et-vient des vaporettos. Sous les arcades des Procuraties, le Florian et les Caleries servent leur premier café. Dans les vitrines, d'élégantes draperies de soie rouge brillent à côté de masques de bronze, de cuir et de papier mâché. Comme chaque jour, à peine éveillée, la ville s'apprête. Pour rester fidèle à elle-même, pour donner corps à son âme, à sa culture et à son histoire, où s'entremêlent art, politique et commerce, où la séduction et la commedia dell'arte le disputent à la musique et à l'opéra. Car ils sont tous là, artistes, muses, personnages mythiques et héros de légende sur chaque place, au détour de chaque rue, Casanova, Harlequin, Vivaldi, Verdi, Titien, Véronèse et les autres, sur la plus grande scène du monde. La magie opère toujours et encore à Venise. J'y suis revenu comme chaque année, pour ne jamais finir d'en redécouvrir les lumières et les courbes de ces quartiers, cousus les uns aux autres par le ruissellement des canaux. J'ai fait ce matin ma promenade préférée le long de la riva degli Schiavoni, en direction des jardins de la Biennale. Le ciel était clair, sans brume. Le soleil réchauffait la lagune. Passé l'Arsenal et le Ponte della Veneta, j'ai retrouvé rue Garibaldi ma petite boulangerie. Elle est toujours là, après tant d'années. Je me suis régalé. Ses fritelles sont toujours parmi les meilleures de la ville. Vous savez, ces petits beignets parfumés et moelleux, servis nature garnis d'une crème au sabayon, préparée pour le carnaval. Vous les aimez bien, vous aussi, je crois. Puis j'ai marché jusqu'à l'embarcadère Sainte-Hélène. J'ai pris le vaporetto jusqu'au Lido. Le vent soulevait quelques embruns. Bientôt l'avenue Santa Maria Elisabetta, puis au bout, le front de mer. Et sur la droite, un peu plus loin encore, depuis longtemps déjà transformé en musée, le grand hôtel des Bains, au décor inoubliable de la mort à Venise de Visconti, et dont le seul nom évoque la belle époque, sensuelle et romantique, sa décadence et sa douceur de vivre. Tout semblait bien en place, à sa place, comme d'habitude. Je me suis installé sur la plage. Tout était calme. Je regardais en direction de la mer. À vue d'œil, je dirais bien qu'elle fait 30 mètres de haut, cette nouvelle digue parcourant tout l'horizon. C'est un drôle de rideau, interminable, de plusieurs dizaines de kilomètres de long, fait d'immenses pales-planches d'acier, emboîtées les unes dans les autres, plantées dans le fond de la mer, à 400 mètres du rivage. Depuis 5 ans, sans faillir, ce bouclier titanesque retient la mer, désormais de 3 mètres en moyenne plus haute que la lagune. Pouvait-on imaginer quelque chose de plus précieux que ce monumental édifice qui effraie tout autant qu'il rassure ? Car grâce à lui, la Sérénissime est aujourd'hui, et pour de longues années encore, sauvée des eaux. Elle l'avait échappé belle pourtant. Ce que vous ne pouvez savoir, c'est que le précédent ouvrage, mis en service en 2020, que vous connaissez sous le nom de Moïse, et sur lequel reposait tant d'espoir, n'avait pu pleinement s'acquitter de sa mission que pendant 20 ans. Avec le temps, il s'était progressivement révélé inopérant. Malgré ses imposantes vannes escamotables,
placés aux entrées de la lagune pour protéger la ville de l'Aqua Alta lors des hautes marées. Car malheureusement, le niveau de la mer a continué de monter, inexorablement. Une hausse exponentielle, déjouant les pires prévisions, atteignant maintenant plus de 15 cm par an. Oui, vous lisez bien. Pour sauver Venise de la catastrophe, il avait donc fallu tout repenser, tout reprendre à zéro et imaginer à la hâte la plus folle et la plus radicale des solutions. Ainsi, en 2035, grâce à une souscription mondiale, fut-il entrepris de construire, encerclant la lagune et ses principales îles, cet immense mur de rétention, surnommé la Grande Muraille, percé d'écluses pour laisser le passage aux bateaux. Désormais, au centre d'un immense polder qui lui sert d'écrin, Venise semble être à l'abri de la montée des eaux, pour le réconfort de tous. Quel soulagement aussi d'avoir assisté à la fin du désastreux défilé des paquebots géants traversant autrefois la lagune qui, de toute leur hauteur, surplombaient monstrueusement la ville et qui, à chacun de leur passage, par leurs vibrations, contribuaient à l'engloutir un peu plus. Êtes-vous bien calé dans votre fauteuil ? Car je pourrais bien vous surprendre davantage. En quelques années seulement, mais bien tardivement, les transformations du monde sont allées très vite, bien au-delà de la mise à l'abri de Venise. Devant l'urgence climatique, le 1er août 2038, une date déjà inscrite dans les livres d'histoire et au fronton des monuments publics, les dirigeants du monde entier se réunirent en un congrès extraordinaire à Los Angeles, dont la région fut ravagée l'année précédente par de terribles et interminables incendies où périrent près de 400 000 personnes. Le plus lourd tribut jamais payé par les hommes en si peu de temps, en pareilles circonstances. Ce 1er août, au plus chaud de l'été, les grands de ce monde prirent acte solennellement devant l'histoire et les générations à venir de leur immense responsabilité. Oui, il fallait désormais, à l'échelle de la planète, prendre soin de ce qui nous est confié, fragile et périssable, comme l'écrivait déjà en 1979 le philosophe Hans Jonas. Son livre, Le principe responsabilité, traduit désormais dans toutes les langues, est aujourd'hui distribué dans les lycées du monde entier. Oui, il fallait cesser de faire semblant. Cette fois-ci, c'était la bonne. Nos gouvernants avaient décidé d'agir ensemble. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies fut chargée de lancer une nouvelle coalition mondiale, dotée de moyens considérables pour la sauvegarde de la vie et de la planète. Ce n'était pas trop tôt. Une formation d'une telle ampleur s'était déjà mise en place 4 ans plus tôt, à l'approche d'une énorme météorite qui avait failli heurter notre planète. C'est ainsi que depuis 15 ans, les pays membres de l'ONU versent chaque année un total de 3 000 milliards d'euros à celle que l'on nomme United Nations for Life, qui conduit, au nom de l'humanité, de vastes projets pour préserver l'habitat terrestre. L'audace est de retour. Pouvez-vous l'imaginer ? Des centaines de villes côtières ont été sauvées de la disparition, en même temps que de vastes forêts sont replantées sur tous les continents. Mais il reste tant à faire. Des efforts considérables sont menés pour rétablir la biodiversité perdue et régénérer les grands écosystèmes. Mais quelle tristesse! Tant d'espèces animales et végétales ont définitivement disparu. Le grand requin, le tigre du Bengale, le gorille et l'éléphant d'Asie, pour ne citer que cela, ne sont plus que des souvenirs dans les livres de classe, les films ou les musées. Le monde des insectes s'est lui aussi rétréci, bouleversant les chaînes alimentaires. Fort heureusement,
Des États-Unis à l'Europe et la Russie jusqu'à la Chine, la plupart des activités polluantes ont été abandonnées, réduisant drastiquement les émissions de dioxyde de carbone. Mais le mal avait été fait depuis longtemps. L'insuffisance des mesures prises dans la décennie 2020, par manque de courage politique et l'absence de perspective, semblait irrattrapable. Il faut dire que la situation devenait très grave. Les objectifs fixés à Paris en 2015 par la COP21 de limiter le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2 degrés Celsius étaient totalement dépassés. En 2030, les prévisions étaient déjà de 5%. Je dois vous prévenir, aujourd'hui la vie a bien changé. Les étés sont devenus insupportables sur tous les continents. C'est un four. Chaque année, pendant de longues semaines, les températures dépassent 60 degrés Celsius. Nous vivons régulièrement comme des reclus, invisibles, à l'abri des murs de nos maisons, dès les moindres chaleurs. Sans réelle surprise, les scientifiques nous ayant de longue date mis en garde, nous observons avec désolation la fonte accélérée des calottes polaires et des glaciers de montagne. De manière inéluctable et conforme aux pires prévisions, le niveau de la mer s'élève très vite, perturbe en profondeur les courants océaniques et dérègle le climat. S'ensuivent ouragans et tempêtes, tornades et incendies, inondations et glissements de terrain se succédant sans répit. Chacun à sa façon, au milieu des siens et avec les siens, tente de faire face. Mais personne ne parvient à s'habituer à tant d'épreuves et de douleurs, si souvent répétées à une telle échelle. La bonne nouvelle, cependant, c'est que les hommes et les nations, poursuivant sur leur lancée et bouleversés par tant de craintes et de désastres avérés, ont redoublé d'efforts, parachevant leur métamorphose dans un ultime sursaut de lucidité, de dignité et de courage. Ils voulaient encore y croire, sauver ce qui pouvait l'être, mus par une force rédemptrice ou simplement la raison. Ainsi, de concert, en très peu de temps, les grands dirigeants, réunis en un gouvernement mondial, ont réussi à mettre fin aux guerres de territoire et aux conflits de toutes sortes. L'abandon de migrants en pleine mer, après des décennies de tragédies, fut officiellement qualifié de crime contre l'humanité. L'idée d'économie circulaire s'est imposée à tous, tout comme celle de bien commun. Plus encore, l'ONU, qui tient lieu désormais de Parlement mondial avec 7000 députés élus au suffrage populaire, a voté à l'unanimité la mise en place d'un revenu universel et celle d'un capital universel, identique dans toutes les régions du monde. La richesse, produite en grande partie par des robots, est aujourd'hui mobilisée et répartie de manière à peu près égale au profit de tous. Chacun fait sa part et contribue selon ses moyens. Étonnamment pour moi, qui garde le souvenir précis d'un autre temps, même les divergences idéologiques les plus farouches se sont apaisées, paraissant désormais futiles et dérisoires devant les enjeux de survie de l'humanité. Les gouvernants ont bien changé, leurs pratiques aussi. Exit le cynisme. À tous, plus que jamais, la vie paraît précieuse. Et par-dessus tout, ce qu'elle véhicule de culture partagée entre les hommes. Il semble bien que, fraternellement, leur grande caravane ait encore envie de faire un bout de chemin. Une nouvelle idée de l'homme et de sa destinée semble se dessiner. Pour combien de temps ?
Puisqu'en lisant cette lettre, vous permettez aux idées de voyager dans le temps, je vous en conjure. Laissez-moi définitivement vous convaincre que vous avez encore, comme tous vos contemporains, de là où vous me lisez, le pouvoir de changer et d'infléchir le cours des choses, pour le meilleur et non le pire. L'avenir n'est jamais écrit, et les utopies, vous le savez, loin de n'être qu'un exercice de l'esprit ou d'inaccessibles lubies, peuvent, quand on le décide, devenir réalité. Hâtez-vous. Entraînez dans votre sillage les hommes vers ce qu'ils font de meilleur en faisant humanité. Éclairez le chemin. Déjouez les apparences. Rétablissez les priorités. Et conduisez ces hommes-là jusqu'au sommet caché par la montagne, puisqu'il est encore temps, et avant qu'il ne soit trop tard. Quand il y a 2 heures à peine, en fin d'après-midi, j'ai quitté le Lido et repris le Vaporetto pour rejoindre le Rialto, je me suis laissé aller, comme à chaque fois, à contempler longuement cet archipel envoûtant de palais et d'églises à fleurs de lagune, illuminés d'une douce lumière d'hiver. Lorsque pendant quelques secondes, le Vaporetto est passé devant l'hôtel d'Agnelli, où Proust, Balzac, Wagner, Sand et tant d'autres séjournèrent, puis devant le palais des Doges, j'ai frémi, comme à chaque fois, ému par la puissance d'inspiration de cette ville, libre, fougueuse, qui tout au long de son histoire millénaire a osé choisir et bâtir son indépendance et son destin. Venise, plus que toute autre cité, est vivante, flamboyante. Elle est une âme rebelle et apaisée, un lieu métaphorique pour inspirer l'avenir de l'homme et le devenir du monde. Je vous laisse enfin. Tout ici m'appelle, m'invite à la promenade et à la contemplation. Dans les salles de concert ce soir, les virtuoses s'enflammeront, et je n'en finirai pas de me laisser étourdir. Ce soir encore, comme à chaque fois, tout ici me semblera simple, beau, tragique et essentiel. Prenez soin de vous. Mille amitiés. Post-scriptum. Je ne suis plus vraiment sûr de la date d'aujourd'hui, mais cela change-t-il quelque chose ?